Ouais, d'abord, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. Merci à la CGT. Merci au Mouvement de la Paix d'organiser cette soirée. Alors, je vais aller directement à ta question qui est vraiment très très vaste. Donc, je ne sais pas très bien par quel bout le prendre. Peut-être rappeler ce que vous savez aussi, d'ailleurs, parce que je pense que ce sera plus sur l'analyse de ce qui se passe. Parce que je pense que si vous êtes là aussi, c'est parce que vous êtes sensibilisé à la question de la Palestine. C'est d'abord de battre en brèche ce qu'on a voulu faire passer après le 7 octobre. Quand je dis on, je parle des grands médias, et je parle d'un certain nombre de dirigeants politiques qui ont voulu faire croire que tout a commencé le 7 octobre 2023. Donc, pour la grande majorité des gens, en réalité, surtout ceux qui ne lisent pas l'UMA, ils se demandent bien pourquoi ça s'est passé ce 7 octobre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Gaza? C'est quoi ces Palestiniens? On avait l'impression que les Palestiniens vivaient très bien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et puis tout d'un coup, il y a des méchants qui sont arrivés, qui ont fait du mal à un pays qui, lui, vivait très tranquillement et que rien d'autre ne se passait. Et donc c'est totalement incompréhensible, à part le fait que ce ne sont que des terroristes. Parce que je rappelle que dans la propagande israélienne, ce n'est pas simplement les commandos du Hamas ou d'autres organisations palestiniennes qui ont commis les attaques du 7 octobre 2023 qui sont désignés immédiatement. Le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou en tête, le Premier ministre évidemment, et ses ministres et ses acolytes ministres, que ce soit ceux du Likoud, donc de la droite israélienne ou de l'extrême droite, ont immédiatement dit que tous les Gazaouis étaient des terroristes. Donc, comment comprendre les choses? Et je pense qu'effectivement, il faut revenir un petit peu en arrière quand même. D'abord, rappeler que la bande de Gaza est sous blocus depuis 2007. Et on pourrait dire en réalité, que l'ensemble du peuple palestinien est sous blocus physique directement dans la bande de Gaza, un blocus presque identique en réalité dans la Cisjordanie, qui est régulièrement fermée, les villages et les villes encerclés par l'armée israélienne, qui subissent des incursions de l'armée, des assassinats ciblés, des arrestations, et puis depuis 2 ans maintenant, les colons se sont particulièrement déchaînés. Et ça aussi, va falloir qu'on l'analyse. Je pense que ça rentre dans un plan beaucoup plus large. Et donc, quand je dis blocus, ça signifie quoi pour le peuple palestinien, en réalité? Ça signifie que dans la bande de Gaza, un jeune qui a 18 ans aujourd'hui est né avec la bande de Gaza sous blocus. Ça veut dire qu'il a grandi en sachant qu'il ne pourrait pas sortir de la bande de Gaza, qui est un des territoires au monde les plus densément peuplés. Ça veut dire que c'est un gamin qui, enfant, savait et sait que ses rêves se heurtent au blocus et au mur dressé par l'occupation israélienne. Ça veut dire, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, ceux qui sont nés avec les accords d'Oslo, qui ont pu espérer à ce moment-là qu'un État palestinien allait voir le jour et qu'enfin ils allaient recouvrer leur liberté. Ceux-là aussi ont leurs rêves qui ont échoué sur la réalité de l'occupation israélienne, sur la colonisation qui n'a pas cessé. Ceux qui sont plus âgés encore, et je pense à ceux qui ont plus de 80 ans, ceux qui ont connu la Nakba, la catastrophe en 1948, qui ont fui leur village avec leurs parents à cette époque, qui ont vu eux aussi leurs rêves totalement s'écrouler, se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, et aujourd'hui, ces camps de réfugiés deviennent en réalité leur cimetière, et ils n'ont jamais pu vivre leur vie d'être humain, comme tout le monde le voudrait, comme tout le monde le réclame. C'est la réalité palestinienne. Et si on ne se met pas ça en tête, on ne peut pas comprendre. Si on regarde simplement avec nos yeux de Français ou de gens vivant en France, avec les conditions qui sont les nôtres, difficiles, hein, on est quand même à la Bourse du Travail ici, donc on sait que les luttes sont importantes et nécessaires
parce que le capitalisme est ce qu'il est, mais si on ne se met pas à la place d'un Palestinien pour comprendre ce qu'il peut vivre et ce qu'il peut subir, on ne peut pas comprendre les réactions et les mécanismes de pensée. Je dis ça non pas pour excuser ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, mais pour comprendre que sans avenir, il ne peut pas y avoir de construction pacifique et démocratique. Quand on revient un petit peu en arrière, je parlais de 1948 tout à l'heure, on pourrait revenir bien avant. Je viens de terminer un livre d'un universitaire palestinien, américain-palestinien, Rachid Khalidi, un livre dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « 100 ans de guerre contre la Palestine ». C'est un livre très important, très épais, et qui permet de mieux comprendre les choses, qui permet de mieux comprendre comment, dès le départ en réalité, dès le congrès sioniste de la fin du XIXe siècle, mais aussi et surtout l'attitude britannique, fait que le projet sioniste est un projet colonial, est un projet colonialiste, et qu'il a été accompagné et renforcé par la Grande-Bretagne à l'époque, avec notamment la déclaration Balfour en 1917, qui parlait de l'instauration d'un foyer national juif en Palestine, et que dès ce moment-là, dans les paroles, dans les déclarations et dans les actes, il était clair que les Palestiniens ne comptaient pas. Les Palestiniens n'avaient pas voix au chapitre, à aucun moment ils ont eu voix au chapitre, même en 1947, lorsqu'il y a eu ce vote à l'ONU sur le partage de la Palestine historique, on n'a pas demandé leur avis aux Palestiniens. Or, la réalité, c'est que cette déclaration Balfour, qui a accompagné le projet sioniste, en fait, a permis non seulement l'installation en Palestine, il existait des Juifs évidemment en Palestine, mais très très minoritaires par rapport à la population palestinienne, musulmane et chrétienne. Mais ce projet sioniste, aidé par les Britanniques, a instauré une immigration juive qui s'est développée très très fortement dans les années 30. Il a fallu attendre 1936 pour qu'il y ait une véritable grande révolte arabe. Un film vient de sortir qui s'appelle Palestine 36, et je pense qu'il est intéressant aussi de voir ce film, moins pour ses qualités cinématographiques que par le rappel que ça a, non seulement sur la réalité existante en Palestine à ce moment-là, mais aussi sur les erreurs et les carences des dirigeants palestiniens et de la bourgeoisie palestinienne, qui a aussi, à sa manière, aidé ce projet colonial, notamment en vendant les terres sur lesquelles travaillaient les paysans palestiniens. Et je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'il y a un certain nombre de responsabilités, plus leur incapacité à s'entendre et à monter un véritable mouvement national palestinien qui aurait pu réellement contrecarrer ce projet colonial. 1947, donc ce partage de la Palestine, qui est un partage évidemment inique, puisque la minorité juive, même si cette minorité avait grossi dans les années 30, encore une fois, les juifs, les populations juives, acquéraient plus de 53% de la Palestine historique. Et dans les meilleures terres, d'ailleurs. Et ce partage-là n'a pas été évidemment accepté. 1948, donc c'est la Nakba, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que ce qui allait devenir l'armée israélienne, c'est-à-dire notamment la Haganah et l'Irgun, des milices armées sionistes, ont fait des ravages dans les villages, ont fait fuir les populations civiles. Et si je rappelle ça, c'est pour dire que tout de suite après, le monde a considéré que la question palestinienne était une question humanitaire, une question de réfugiés, qu'il fallait juste prendre un petit peu soin de ces réfugiés qui étaient au départ sous des tentes. Et c'est pour ça qu'avait été créé ce qu'on appelle l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens, et qu'il aura fallu attendre en réalité la fin des années 60 pour qu'il y ait une véritable organisation de libération de la Palestine qui voit le jour pour mettre
sur le devant de la scène, non pas une question humanitaire, mais la question centrale qui est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et il faut dire aussi la responsabilité des pays arabes, qui chacun, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit tous ces pays arabes-là, qui ont joué leur propre carte en empêchant en réalité les Palestiniens de s'organiser. Il a fallu vraiment une force politique importante pour que l'OLP puisse enfin, au grand jour, montrer au peuple du monde que la question palestinienne, c'était aussi une question coloniale, et cette question du droit à l'autodétermination. Ils l'ont posée d'autant plus facilement, entre guillemets, que dans le monde entier, il y avait des mouvements de décolonisation, des mouvements contre la colonisation et des victoires qui ont été obtenues. Et donc, ce chemin-là est passé d'abord par la lutte armée. L'OLP qui a été créé d'abord par le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine, même si le Fatah était un mouvement beaucoup plus important, qui se voulait mouvement beaucoup plus nationaliste et uniquement centré sur la question palestinienne, alors que le Front populaire de libération de la Palestine se réclamait du marxisme et avait une vision internationaliste beaucoup plus poussée, beaucoup plus importante que le Fatah. Mais il faut rappeler qu'au départ, la stratégie qui était mise en œuvre, c'était une stratégie de lutte armée. Cette lutte armée, je vais vite, hein, évidemment, mais bon, il existe beaucoup. Puis, de toute façon, il y a Raphaël qui est là, ça sera beaucoup mieux. Et puis, il existe beaucoup de livres sur ces questions-là. Cette lutte armée, on l'a vu, n'a pas abouti. Et les Palestiniens sont entrés par la suite, dès le milieu des années 70, fin 70, dans une stratégie qui allait viser plus la négociation et la voie diplomatique pour obtenir la création d'un État. C'est-à-dire que l'OLP est passé d'une revendication de la création d'un seul État, d'une Palestine historique dans laquelle l'ensemble des peuples pouvaient vivre, à se mettre d'accord sur le fait que, OK, on va aller sur une partition, donc une solution à deux États. Ils acceptaient déjà à ce moment-là, d'ailleurs, que ce nouvel État palestinien ne se fasse que sur 22% de la Palestine historique. Puisque si, en 1947, le partage de l'ONU prévoyait en gros 53% de la Palestine historique pour les Juifs, en réalité, avec la guerre menée en 1948, Israël a pris quasiment l'ensemble des territoires. Et donc, il ne restait plus que 22%, c'est-à-dire à part la Cisjordanie et Gaza. Et en 1967, Israël a pris le reste, notamment Jérusalem-Est, qu'ils ont très vite annexé, en même temps qu'un autre territoire qui n'était pas un territoire palestinien, qui est le territoire syrien, qui est le plateau du Golan. Deux territoires qui sont toujours occupés et annexés. C'est le cas de Jérusalem-Est, dont Jérusalem a fait sa capitale maintenant, et le plateau du Golan qui est toujours occupé. Cette voie diplomatique et les négociations qui ont suivi, vous le savez, ont abouti à ce qu'on a appelé les accords d'Oslo, qui ont été précédés par la conférence de Madrid que les Israéliens ne voulaient toujours pas. Parce que ce qui se dégage en fait de toute cette histoire jusqu'à maintenant, c'est qu'en réalité, les gouvernements israéliens successifs n'ont jamais voulu la création d'un État de Palestine. Ils ne l'ont pas voulu à l'époque, ils ne le veulent toujours pas. On peut même s'appuyer sur les déclarations de Ben Gourion et d'autres dirigeants sionistes de l'époque pour voir que les déclarations faites étaient des déclarations qui visaient à faire croire que, mais dans la réalité, non seulement dans la politique menée et surtout sur le terrain, il n'a jamais été question pour les dirigeants sionistes de la création d'un État de Palestine. Donc, en 1993, les accords d'Oslo ont soulevé beaucoup d'espoir, effectivement. D'autant plus que ça venait après la première intifada qui avait éclaté à la fin des années 80. Cette intifada qui a promu des nouveaux dirigeants comme Marwan Barghouti, je vois sa photo là-bas. Marwan Barghouti qui était un dirigeant étudiant et qui a été de l'université de Birzeit, près de Ramallah, et qui a été un grand dirigeant de cette intifada et qui est devenu dirigeant du Fatah par la suite et qui a une popularité absolument extraordinaire aujourd'hui en Palestine.
Mais très vite, ces accords d'Oslo se sont avérés en réalité caducs. Et je crois qu'on vit encore aujourd'hui, en fait, les erreurs palestiniennes sur ces accords d'Oslo. Un géographe palestinien qui faisait partie des négociations raconte dans un livre que les Palestiniens sont arrivés sans carte pour négocier les territoires. Et donc, ils ont négocié avec les cartes amenées par les dirigeants israéliens. Donc, vous voyez déjà ce que ça signifie. Mais plus profondément, je pense que les accords d'Oslo, et je dis ça parce que dans les processus actuels, si processus il y a, je crois qu'il faut tenir compte de ça. Il y avait trois choses, à mon avis, dans les accords d'Oslo où le verre était déjà dans le fruit. La première, c'est pas dans un ordre d'importance, mais la première, c'est la création de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est une entité politico-administrative issue des accords d'Oslo et qui, en réalité, on s'en aperçoit maintenant, visait à marginaliser, voire à faire disparaître l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Et donc, l'autorité palestinienne était là pour gérer, en fait, l'occupation. Et c'est bien ce qui s'est produit, et c'est bien ce qui se produit actuellement. Et l'Organisation de libération de la Palestine, en fait, c'est fondu, c'est-à-dire que les cadres de l'OLP sont devenus les cadres de l'autorité palestinienne, et donc l'OLP n'a plus joué son rôle avec les masses palestiniennes d'activation et de lutte concrète sur le terrain pour lutter contre l'occupation et contre la colonisation qui continuait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est peut-être encore plus dramatique, c'est que ces accords d'Oslo ont prévu, et c'est le cas encore actuellement, la division de la Palestine, surtout de la Cisjordanie, en 3 zones. La zone A, où les grandes villes, c'est-à-dire Ramallah, Naplouse, Tulkarem, Kalkilia, etc., étaient sous contrôle politique et sécuritaire totalement palestinien. La zone B, qui concerne les villages autour de ces grandes villes, était sous zone B, c'est-à-dire responsabilité politique administrative palestinienne, responsabilité sécuritaire israélienne. Et la zone C, qui restait totalement sous contrôle israélien, c'est-à-dire contrôle politique administratif et contrôle sécuritaire. Or, cette zone C, c'était 63% de cette Cisjordanie. C'est-à-dire 63% des 22%. Donc les Palestiniens, déjà même avec les accords d'Oslo, n'avaient quasiment aucune maîtrise des populations et du développement de son territoire. Et quant à Jérusalem-Est, il n'a jamais été question pour les Israéliens de le rendre. Et Jérusalem-Est est aujourd'hui, encore une fois, sous contrôle total israélien. Et donc, la réalité qui s'est produite, c'est que après 1993, les Palestiniens qui ont espéré, qui ont cru, qui n'auraient pas voulu croire, en réalité, à promesse faite d'un processus qui allait aboutir à. Mais justement, c'est aussi un des points qui n'allait pas dans ces accords d'Oslo, c'est qu'il n'y avait pas de mécanisme de mise en œuvre et de mécanisme de surveillance de l'application de ces fameux accords. Et donc Israël n'a jamais appliqué les accords d'Oslo, et notamment le retrait de ses troupes des territoires occupés palestiniens. Non seulement ça, mais dès 1967, on le sait, la colonisation a commencé, c'est-à-dire que le but, en réalité, c'était de prendre l'ensemble des territoires. Donc même en 1993, alors que la colonisation continuait, il était déjà évident qu'Israël n'allait pas permettre l'installation d'un gouvernement et d'un État palestinien digne de ce nom, avec toutes les prérogatives qui vont avec. Et donc a éclaté ce qu'on a appelé la deuxième intifada en septembre 2000, après une provocation organisée par Ariel Sharon. Vous savez, Ariel Sharon, c'est ce grand massacreur, celui qui a supervisé des massacres de Sabra et Shatila en 1982 au Liban, dans les camps de réfugiés palestiniens. Mais c'est aussi un homme qui s'était déjà illustré en tant que militaire, notamment dans les massacres de Der Yassin, qui était un village près de Jérusalem, où des dizaines et des dizaines de Palestiniens civils ont été massacrés
par les militaires israéliens. Et donc Ariel Sharon, en septembre 2000, a fait une provocation sur l'esplanade des mosquées, entouré de plusieurs centaines de policiers et de militaires israéliens, qui a été une étincelle, en fait, qui a déclenché cette deuxième intifada, qui a été beaucoup plus violente, en réalité, que la première. Et déjà, à ce moment-là, en 2000, donc l'autorité palestinienne était installée depuis quasiment 7 ans. L'OLP n'a pas non plus joué réellement son rôle, et on a vu... et pas éclore, parce que les organisations existaient auparavant, mais on a vu une organisation comme le Hamas, par exemple, investir totalement le terrain. Et donc, je pense que, y compris l'échec des accords d'Oslo, fait en sorte que les Palestiniens, à un moment donné, se sont détournés de l'OLP, se sont détournés du Fatah, ont accusé l'autorité palestinienne d'être corrompue, et donc se sont détournés de ce mouvement de libération-là, et se sont tournés plus vers des organisations comme le Hamas, pas tant par nécessité religieuse ou par accompagnement d'une idéologie religieuse, mais plus par la recherche d'une autre organisation qui allait, elle, se battre réellement contre l'occupation. Parce que cette occupation, la réalité de l'occupation, que ce soit à Gaza jusqu'en 2005, puisque les colonies israéliennes sont restées jusqu'en 2005, et à ce moment-là, c'est Ariel Sharon qui était devenu Premier ministre. Il avait réussi son coup d'éclat en 2000 et a été élu par les Israéliens pour être Premier ministre. Et en 2005, Ariel Sharon a décidé de retirer de démanteler les colonies israéliennes à Gaza. Les grands médias dans le monde entier, y compris en France, ont présenté Ariel Sharon comme un homme de paix, alors que ce désengagement israélien de la bande de Gaza ne s'est jamais fait en concertation avec les dirigeants palestiniens de l'OLP. Ce qui a permis au Hamas de dire que c'était grâce à lui qu'il y avait eu un démantèlement des colonies dans la bande de Gaza, et donc ça a renforcé le poids du Hamas. Donc vous voyez comment il y a une espèce de jeu qui se faisait déjà à l'époque. Mais la situation en Cisjordanie n'a fait qu'empirer, parce que la colonisation, la réalité de la colonisation, c'est à partir de ce qu'ils appellent des avant-postes, ils construisent une colonie et ils prévoient dans leur cadastre, en fait, des marges pour l'agrandissement de ces colonies. Et si vous regardez les cadastres faits par les Israéliens, l'ensemble de ces colonies qui apparaissent séparées au départ vont, à force de se développer, vont faire des continuums. Et donc faire des grandes villes, en réalité, qui ne sont que des colonies, qu'ils vont présenter comme des villes, et en se disant, au cas où il y aurait une négociation, où il faudrait peut-être lâcher quelque chose, on va dire que ces grands blocs de colonies doivent rester en Israël, avec Israël, parce qu'on ne peut pas les démanteler. Et les Palestiniens, en réalité, là-dedans, se sont retrouvés complètement démunis. Je rappelle que Ariel Sharon, qui fait feu de tout bois, en 2001, quand il y a eu les attentats du World Trade Center aux États-Unis, s'est immédiatement précipité pour dire nous aussi, nous avons notre Ben Laden, c'est Yasser Arafat. Et en 2002, c'est les déclarations exactes de Sharon. Et en 2002, l'armée israélienne a de nouveau investi la Cisjordanie, ont encerclé Yasser Arafat dans son quartier général qu'on appelle le Moukata à Ramallah, dont il n'est sorti qu'en 2004, empoisonné pour venir mourir en France. Et une nouvelle direction palestinienne s'est mise en place, où là aussi il y a peut-être on y reviendra tout à l'heure, je ne veux pas être trop long, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais la colère palestinienne, elle existe, elle est toujours très forte aujourd'hui. Et vous savez, quand le 7 octobre 2023 s'est produit, les Palestiniens, ils ont dit, mais nous aussi on nous tue depuis des années, nous en tant que civils palestiniens. Et on n'a pas vu le monde entier avoir les mêmes réactions quand nous nous faisions tuer de cette manière-là. Moi, personnellement, j'ai couvert pour l'UBA toutes les guerres à Gaza, à part celle-là, puisqu'on nous empêche de rentrer, que ce soit par le côté israélien ou par le côté égyptien, on nous empêche d'entrer, donc on ne peut pas faire notre travail. Et heureusement qu'il y a des journalistes palestiniens dont le courage est absolument extraordinaire, qui ont payé, qui payent le prix fort
pour nous dire ce qui se passe dans la bande de Gaza, puisque plus de 200 d'entre elles et d'entre eux, ont été assassinés par Israël. Et vous vous rappelez peut-être qu'au départ, Israël même disait que ces journalistes ne sont pas des journalistes, ce sont des militants du Hamas. Eh bien moi, qui suis journaliste français, je peux vous dire que ces journalistes palestiniens sont de véritables journalistes et que je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de leur travail et de la manière dont ils se comportent et de manière évidemment très très courageuse. Et si Israël ne veut pas qu'on entre dans la bande de Gaza, c'est évidemment, on le sait maintenant, c'est plus que 60 000 morts qu'il y a. C'est la destruction totale de la vie palestinienne. C'est la destruction des universités, c'est la destruction des écoles, c'est le ciblage des enfants, c'est le ciblage des femmes. Et c'est pour ça que ça s'appelle un génocide, au terme de la définition donnée par l'ONU de ce qu'est un génocide. Et les grandes puissances, notamment occidentales, qui donnent des leçons de démocratie et de droits de l'homme à tout le monde, n'ont strictement rien fait. Eux qui en sont à leur 40e train de sanctions contre la Russie par rapport à l'Ukraine, 40e, ont été et sont incapables de prendre la moindre sanction contre Israël. Pire même, quand la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, rien n'est mis en œuvre pour l'arrêter. Et encore dernièrement, quand Benyamin Netanyahou s'est rendu aux États-Unis, il a passé l'espace aérien français sans qu'on ne l'arrête. Donc ça s'appelle de la collusion, ça s'appelle de la collaboration. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Et ces massacres-là, Israël en est coutumière. Je ne dis pas les Israéliens, je ne dis pas les Juifs israéliens, je dis les gouvernements israéliens sont responsables, ils doivent être tenus pour responsables. On parle de Gaza aujourd'hui. En 2002, moi je suis rentré dans le camp de Jenin pendant l'offensive israélienne et ils détruisaient les bâtiments avec les gens à l'intérieur. Et après, l'ensemble des cadavres, je l'ai vu, l'ensemble des cadavres étaient remués par les bulldozers avec les morceaux de béton pour qu'on ne puisse pas compter le nombre de morts et qu'Israël puisse dire non, c'est pas vrai, les chiffres avancés par les Palestiniens sont faux. Et là aussi, ils avaient essayé de nous empêcher d'entrer à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin, pour qu'on ne puisse pas témoigner et dire ce qui se passe. Aujourd'hui, effectivement, la situation est un peu différente. On y reviendra peut-être, il faut me couper si je suis trop long. On y reviendra. Avec les moyens modernes d'Internet, de communication, c'est beaucoup plus compliqué pour cacher des choses. Mais effectivement, aujourd'hui, vous voyez bien sur les plateaux de télévision, ce sont des propagandistes éhontés de ce qui se passe en Israël qui sont régulièrement invités. Vous ne voyez pas et vous ne verrez sans doute pas un journaliste de l'UMA sur un plateau de télé ou une émission de radio pour parler de la Palestine et de parler de ce qui se passe. Et heureusement que vous organisez des débats comme ici pour qu'on parle réellement de ce qui se passe. Moi aussi, je peux renouveler les remerciements de CGT, Mouvement de la Paix et le collectif. Pour y participer beaucoup, je trouve que, je vais dire nous sommes particulièrement valeureux et je vous le redis fréquemment, c'est cette solidarité que nous entretenons ici à Dijon est une solidarité qui, pour les Palestiniens, à qui j'envoie des photos, à qui j'envoie des vidéos, avec qui je discute au téléphone de temps en temps, par message, c'est quelque chose qui est pour eux véritablement une richesse. J'ai toujours de l'émotion quand j'en parle parce que j'ai vu Ziad Medouk l'autre jour en visio, ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas vu, tu le connais je crois, j'en parlais ce week-end. Il a fondu, il est triste. Il habite à Gaza, il a tenté de rester au maximum dans son appartement qui a été détruit. Il est dans un appartement autre maintenant avec d'autres personnes. Et il dit à chaque fois, il a toujours ce mot, on espère, on attend et on espère. Le on attend, c'est quelque chose qui va arriver parce qu'il est
complètement dans cette dimension de l'attente, et le peuple de Palestine, c'est le peuple de l'attente en un seul mot, mais on pourrait presque dire aussi en deux mots, puisque les réfugiés composent la moitié des Palestiniens. Et puis on espère que ce que vous faites, vous, va enfin porter à conséquence auprès de nos propres dirigeants. Et donc, je ne peux qu'exhorter à poursuivre, à continuer, à intensifier tous les moyens qui sont à notre disposition. Vous connaissez mon engagement politique pacifiste et non violent, à continuer d'engager cela, à convaincre au grand maximum les personnes avec lesquelles vous discutez, avec lesquelles vous entretenez. Je crois que c'est de cela dont il sera question. Bien sûr, c'est pas immédiat. Bien sûr, ça va pas changer la face du monde en un claquement de doigts. Je sais cela. Mais c'est le temps long qui joue. Et ce temps long, c'est quelque chose qui permettra aux Palestiniens de pouvoir aussi se maintenir dans la survie. Ils ont le concept de Soumoud que vous connaissez, qui est difficilement traduisible en français. On dit résilience, mais c'est peut-être insuffisant parce que c'est en même temps l'enracinement dans la terre. Mahmoud pourrait en parler bien plus savamment que moi. Tout ça, ce sont des éléments qui font la culture palestinienne et la culture de beaucoup d'autres peuples dominés et opprimés. Cette résistance consciente, cette résistance continue, cette résistance avec l'international, parce que sans ce niveau international, les Palestiniens auraient depuis très longtemps disparu. Bien sûr, ça passe par les journalistes comme Pierre, comme beaucoup d'autres que vous suivez, j'imagine, dans un certain nombre de réseaux. Maintenant, les réseaux sociaux permettent d'avoir en direct des informations. Mais ce qui est fait ici à Dijon et dans plein de villes françaises et dans plein de villes du monde, c'est la lueur d'espoir des Palestiniens. Ils ne sont pas oubliés grâce à ces éléments-là. Et bien sûr, on n'en mesure pas l'importance quand on fait le pied de grue, si j'ose dire, place d'Arcy, ou quand on discute entre nous, ou quand on fait même des conférences comme ceci. Mais je vous promets que c'est cela. J'ai eu des étudiants de Birzeit, tu parlais de Marwan Barghouti qui a été étudiant, vous savez que j'enseigne à l'université de Birzeit depuis une dizaine d'années, j'y vais régulièrement, sauf depuis 2023 où c'est compliqué. J'ai mon collègue avec qui je discute régulièrement. Les étudiants palestiniens sont très très demandeurs. Et bon, je fais un petit coup de pub pour Planète Paix, qui est le journal du mouvement de la paix. Le prochain numéro comprendra justement 3 entretiens de Palestiniens, d'étudiants palestiniens, encadrés par Saïd Khalil, qui est venu ici à Dijon en juin, avant Covid, donc en juin de 2018, il me semble, ou peut-être 2019. C'est un professeur de français langue étrangère. Il fait un travail admirable de diffusion de la langue française et de diffusion de cette solidarité internationale. Des émissions comme celle-ci, pour une petite partie, vont être transmises sur la chaîne de l'université de Birzeit. Ça peut passer, pas en continu, mais au moins 2 ou 3 fois dans la même journée. Et les étudiants palestiniens, quand bien même ils ne comprennent pas le français, et beaucoup parlent français pourtant, ils regardent ces émissions-là, ils regardent ces fenêtres ouvertes sur le monde, et je vous promets que c'est véritablement ce fameux petit pot de fleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne de soutien aux prisonniers palestiniens pendant un temps. Il était avec un petit pot de fleurs devant la grille de prison, et c'était ce qu'on appelait la lumière et l'ouverture vers le monde. Eh bien, c'est cet ensemble de travail qui est fait ici, cet ensemble de solidarité, c'est cette fleur et cette lumière pour le monde. Et je crois que c'est vraiment très important. Et mon propos va plus loin que les Palestiniens. Les peuples opprimés ont besoin de cette solidarité internationale. Et on est à la CGT ici, donc je ne peux pas, bien évidemment, ne pas penser au travail accompli par les syndicats qui, à leur niveau, dans leur champ de compétences, font ce travail de solidarité internationale, sans lequel ces peuples-là auraient malheureusement déjà connu beaucoup de vicissitudes, voire peut-être pour un certain nombre d'entre eux être menacés, comme l'est le peuple palestinien, de génocide. Bon, c'est un peu long ce propos, mais c'est juste aussi pour dire quelle est l'importance de ce genre de réunion, et il faut absolument que chacun d'entre vous le mesure et le diffuse par réseau, par tout ce que vous voulez, de manière à ce que les Palestiniens sur place soient aussi informés et quelque part s'encouragent. Parce que le risque avec ce qui se passe à Gaza, le risque avec ce qui se passe en Cisjordanie, c'est qu'il y ait une fuite des cerveaux qui a déjà été largement organisée. Comment faire pour continuer à vivre dans cette dimension ? Bien sûr, on peut fantasmer l'héroïsme des Palestiniens, le kéfier, etc. Mais comment ils font pour vivre ?
Comment ils font pour espérer pouvoir sortir? Tu parlais des jeunes qui ont 18 ans ou 20 ans, Oslo, le blocus. Oui, c'est leur réalité. C'est leur réalité. Comment arriver à penser l'extérieur? Comment arriver à se représenter l'extérieur? Bien sûr, les réseaux sociaux, mais comment la vivre dans sa propre chair quand on ne peut pas sortir? Et les gens de Gaza, jusqu'à ce 7 octobre, ne pouvaient pas sortir. Là, on ne peut pas rentrer, mais eux ne peuvent pas sortir. Alors bien sûr, vous l'avez vu, dans sa grande mansuétude, Netanyahou a dit, il y a 2 jours, le passage de Rafah, donc la frontière avec l'Égypte, va être ouvert dans les 2 sens. Sens interne pour pouvoir faire venir les 150 camions qui rentrent tous les jours, là où il y en avait 600 de prévus depuis le 10 octobre. Et puis, quelques familles vont pouvoir sortir. Il s'agit des familles blessées, des familles meurtries, des opérations immédiates et toutes les autres difficultés sanitaires. Et puis, j'ai appris là, tout à l'heure, qu'apparemment, ce point a été déjà refermé. C'est une tactique habituelle d'Israël, de l'armée israélienne, de laisser un peu d'espoir et de refermer cet espoir. Et c'est ainsi que vous êtes dans un saut psychologique en permanence. Comment on vit dans cette condition? Et ça, je crois qu'on n'en mesure peut-être pas, enfin, vous sans doute, j'espère un grand nombre, mais c'est de ça dont il est question. Je faisais cours tout à l'heure à des étudiants de 3e année de droit. Ce que tu viens de dire, c'est mon cours, donc c'est très bien, je te remercie. Et j'ai vu leur étonnement encore sur un certain nombre de points que l'on peut avancer, sur le fait que le sionisme, c'est un colonialisme. Ça reste encore comme, ouais, c'est quand même l'émancipation des Juifs d'Europe. Oui, ça l'a été, c'est un nationalisme, comme beaucoup d'autres nationalismes, mais traduit pour les Palestiniens, c'est la colonisation de peuplement. C'est le paradigme avec lequel il faut composer pour comprendre la situation, y compris encore aujourd'hui. Sans cela, on est à côté de l'histoire. Sans cela, on parle de questions humanitaires des réfugiés palestiniens qu'il va falloir effectivement prendre en compte. Et l'ONU va créer l'UNRWA. Et l'UNRWA aujourd'hui est exsangue. Vous l'avez vu à Jérusalem, les bâtiments de l'UNRWA ont été incendiés par Israël. Si ce n'est pas encore un acte qui va venir grossir les preuves de l'intentionnalité d'un génocide qui à Gaza est réel, à Jérusalem est en cours avec d'autres moyens. Et ce génocide, alors on peut ergoter, un certain nombre de juristes ont ergoté sur oui, mais ceci, oui, mais cela. Bon, les juristes adorent ergoter. Toujours est-il que les preuves sont là, que les preuves intentionnelles sont là, que un groupe racial menace un autre groupe racial de sa disparition. Et le mot racial est entendu ici dans son sens sociologique, pas dans son sens biologique. Et que ce génocide est tout à fait confirmé par toutes les preuves. Et c'est là que je veux en venir, l'avenir des Palestiniens est en train de se jouer pour une grande partie à Gaza en ce moment, avec cette horreur qu'est le plan Trump. Je ne prononcerai pas le Conseil de paix, c'est pas pour moi la paix, c'est la poursuite du génocide sous d'autres configurations. Pourquoi? Parce que ce plan Trump, qui a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU de manière totalement illégale de mon point de vue et du point de vue d'un certain nombre de juristes. J'étais avec quelques juristes samedi à Genève, on en a discuté, ils sont assez d'accord. Pour une raison au moins, enfin il y en a plusieurs, mais au moins une, c'est que ce plan a été totalement soumis à la contrainte. Si vous avez l'occasion, vous allez sur le site des Nations Unies, c'est en français et en anglais, et vous allez lire le PV de la réunion du 17 novembre 2025, qui est celui qui va permettre l'adoption par le Conseil de sécurité de cette horreur. Eh bien, plusieurs pays, donc ils sont 15, c'est assez rapide, plusieurs pays on lit un peu entre les lignes, bien évidemment, dans ces coups de temps-là, puisque c'est du langage diplomatique, ont démontré qu'ils avaient été contraints de voter oui. Et puis, s'il fallait encore s'en convaincre, je vais vous lire ce qu'a dit le représentant américain lors de cette assemblée, pour que ce soit relativement clair. Il s'appelle Michael Waltz, W-A-L-Z. Et il dit « Voter contre le projet de résolution », c'est-à-dire qu'il va valider ce plan. C'est voter pour la reprise de la guerre. Évidemment, c'est de cette guerre dont il parle, c'est-à-dire d'un génocide. Et vous voyez le niveau de contrainte. Il faut voter sans délai
dit-il, car comme une bombe à retardement, le compte à rebours a commencé. Enfin, il faut être très clair, ça signifie quoi? Vous ne votez pas, on reprend la guerre et on autorise Israël à continuer les bombardements et nous, on fournira en armes. C'est de ça dont il est question. On est à un niveau d'horreur et à un niveau d'indicible. On n'est plus dans la perversité parce que ce sont des actes qui sont totalement assumés. On est dans la violence pure et dure sous un prétexte de paix. Et le danger pour les Palestiniens, pour le monde entier, c'est que la paix change de contenu avec cet énergumène, qui n'est pas fou, hein. Faut nous ôter ça de la tête, c'est pas un fou, c'est un gars tout à fait raisonné, son plan est très clair, il veut prendre le pouvoir du monde. J'ai une preuve. Je me suis amusé à relire, vous l'avez peut-être lu, le plan en 28 points, le plan de paix en Ukraine. Rien à voir avec Gaza, vous me direz, qui a été pondu septembre 2025, j'ai plus tout à fait la date en tête, mais bien avant le fameux plan Trump. Eh bien, dans le 27e point de ce plan en 28 points, il est indiqué que la situation en Ukraine sera telle sous le contrôle d'un conseil de paix. C'est ce conseil de paix dont il est question là aujourd'hui pour Gaza. Deuxième preuve, vous avez peut-être, je vous invite à aller la lire, elle est quand même assez sympa. Enfin, sympa. La charte du conseil. Parce que la résolution 2803 du Conseil de paix, du Conseil de sécurité, fait sien le plan. Le plan, c'est les 20 points qui sont donnés, vous les avez lus, c'est en français, donc tout ça, c'est assez intéressant à lire. Hein. Mais ce n'est qu'un cadre, un peu comme un élément général. Il faut ensuite que dans ce cadre, il y ait le mode d'emploi, le règlement intérieur. Ici, ça s'appelle « Charte du Conseil de paix ». Bon, je le prononce, désolé. Eh bien, dans cette charte qui comprend, pas grand-chose, 8 articles, non, pardon, excusez-moi, je n'avais pas tourné la page, 12 articles. Le 13e, c'est la langue officielle, l'anglais. Et uniquement l'anglais. Les Nations Unies, il y a un peu plus de langue officielle. Bref, dans cette charte du Conseil, il y a toutes les mises en œuvre que l'on a commencé à observer, le Conseil de paix. Alors, en anglais, Board of Peace, c'est un conseil d'administration. Trump, c'est un mania de l'immobilier, il ne fonctionne que sur le mode de l'entreprise, il ne connaît que des conseils d'administration dans lesquels on vient si on paye un écho. 1 milliard pour venir dans ce conseil. Et dans ce conseil, il y a un conseil d'administration, à proprement parler, un conseil exécutif, à la tête duquel il est, et il a nommé intuita personae, sans demander rien à personne, toute la clique, excusez-moi le terme, qui l'entoure dans ses conseils aux États-Unis. Witkoff, son gendre, et Rubio. Et on a ressorti du placard le mal-aimé au Moyen-Orient, Tony Blair. Une catastrophe pour le Moyen-Orient. Et il se fait payer en tant que conseiller des sommes astronomiques pour simplement pourrir la vie des gens les plus humbles. Trump est un criminel. De mon point de vue, il y a pas mal d'éléments qui l'ont montré et une des raisons pour lesquelles il a été obligé un petit peu de partir du pouvoir tient sans doute à tout cela. Dans ce conseil, dans cette charte, je vous lis juste une phrase qui est à l'article 7, qui dit tout. Il dit, alors c'est sur l'interprétation des résolutions, etc. Et cela est ainsi, le président Trump, autonomé, est l'autorité finale en ce qui concerne la signification, l'interprétation et l'application de la présente charte. Rien n'est à ajouter. Avec ça, non seulement Trump a pouvoir de vie sur les Gazaouis, sur les Palestiniens par extension, d'ailleurs les deux mots ne figurent aucunement dans le texte des 20 points ni dans la charte, ce qui veut dire que c'est un texte qui est transposable à toute situation conflictuelle de guerre. Qu'est-ce qu'il arrêterait? Puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a validé une fois, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas validé d'autres fois. Et donc, premier point, honte aux pays qui ont dit oui. Honte à ces pays-là, au premier chef, la France.
Alors, elle a beau jeu de dire aujourd'hui, on a reconnu l'État de Palestine. Bon, on en a déjà discuté entre nous, je n'y reviens pas. Elle a beau jeu de dire, oui, mais nous, on ne va pas y aller. On va attendre un tout petit peu les pressions, puis on verra bien. Et elle a beau jeu de dire, ouais, attention, Trump est en train de dévier. Les questions autour du Groenland et de tout le reste, ça ne va pas véritablement le faire changer de perspective. Pour les Gazaouis et pour les Palestiniens, ça signifie ce plan, ce conseil, 3 choses. L'effacement du génocide. Israël n'est pas responsable du génocide et les États-Unis complices ne sont pas responsables puisqu'on organise la paix et que c'est nous qui allons décider de l'avenir. Deuxième, effacement, tu le disais à l'instant avec le camp de Jénine, j'avais suivi tes reportages à l'époque, on se connaît depuis quelque temps, et donc j'avais suivi, c'est la même technique. Aujourd'hui, dans les parties qui ont été déterminées par la fameuse ligne jaune, vous avez vu, hein, la ligne jaune, c'est déjà plus de 60% du territoire de Gaza. Et donc, c'est en gros à l'est un petit peu de Gaza. Donc, cette ligne bouge au gré des forces. Cette partie-là commence à être habitable, ce n'est pas le terme, mais en tous les cas, ils peuvent construire parce qu'ils n'ont pas détruit les remblais dont on nous dit qu'il faudrait 30 ou 40 ans. Ils les ont simplement écrasés avec les corps en dessous pour pouvoir lisser le terrain et reconstruire dessus. Je tiens ça, monsieur que vous avez vu ici à Dijon il n'y a pas bien longtemps, Christophe Oberlin. Ce médecin urgentiste qui opère beaucoup à Gaza. Je l'ai rencontré donc samedi à Genève, on était ensemble dans une table ronde et il a donc des informations un peu en direct des responsables du Hamas et notamment du secteur de la santé. Et il dit oui, on y est passé, c'est en train d'être arasé et on craint. Les premiers engins de construction ont commencé à pénétrer. C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à reconstruire selon le fameux master plan que Jared Kushner, pas le nôtre, l'autre, a déposé, a présenté le 22 janvier dernier. Vous avez vu cette carte, hein, c'est dans la presse, c'est assez incroyable. Je l'ai ici, hein, vous l'avez en bas là, en jaune, je ne sais pas si vous voyez, ce sont les résidences. Les zones de résidence, ici, là, les 8 points. En marron, les zones industrielles. Et tout en violet, la Riviera dont Trump parlait en janvier 2025, qui a créé un émoi dans le Landerneau international, suscitant un contre-projet arabe quelque temps plus tard, puis déclaration de New York, le plan arabo-franco-saoudien de 2025, de juillet 2025, déjà endossé par les Nations Unies au passage. Donc du coup, ils ont déjà 2 plans. Bon, ils ont choisi Trump, mais ils peuvent très bien choisir l'autre en réalité. Et puis en fait, il y a beaucoup d'autres plans de construction, notamment un plan palestinien que tout le monde ignore. Ça s'appelle le plan Phoenix, qui a été dès janvier 2025 mis sur la table des négociations, créé et fait par uniquement des experts palestiniens pour les Palestiniens. Personne n'en a jamais entendu parler et voilà, il est passé complètement à la trappe. C'est le 3e problème de ce plan Trump, c'est qu'il ignore totalement les Palestiniens. Comment penser l'avenir? Comment penser qu'un État futur à venir, admettons, puisse être construit sans ceux qui vont y vivre? Ce qui signifie que dans l'intentionnalité de Trump et d'Israël, parce que les grandes lignes de ce plan sont quasiment les directions qu'Israël a données, c'est le moins de Palestiniens possible à Gaza. Où vont-ils aller? Là est une belle question à laquelle je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra y répondre de manière relativement précise. Mais c'est déjà en train de se faire et on sait que l'Égypte, on sait que la Turquie, on sait que la Jordanie ont commencé à réfléchir pour éventuellement accueillir des Palestiniens avec tous les risques de déstabilisation que cela peut bien évidemment occasionner, car on parle quand même de 1,8 million, 2 millions de personnes, c'est à peu près ce qui reste, j'imagine, en termes de population, toutes concentrées à Rafah, plus personne dans cette ligne jaune. Et donc, ce master plan de Kushner, c'est en réalité
l'idée de la Riviera de Trump, qui a bien vu que ça posait problème, et puis que finalement, il est revenu avec en la contournant. Vous savez, c'est comme ça souvent en politique, on lance un ballon d'essai, bon, ça prend, l'opinion dit rien, on continue, l'opinion est contre, on retire, on dit « oh non, non », et on repart de l'autre côté. Mania immobilier, il est très, très fin connaisseur de la manière de contraindre les gens, et là, il a tout simplement tordu la main à l'ensemble des pays qui composent le Conseil de sécurité, et probablement plus que ça. 25 pays ont déjà donné leur accord pour constituer le Conseil en question. On n'a pas encore versé le milliard. Il y a un petit doute. On ne sait pas quelle est la banque qui va les recevoir. Il semblerait que c'est une banque dont Trump est actionnaire. Il semblerait. Bon, je ne lui fais pas un procès d'intention, hein. Ce n'est pas mon intention. Bref, tout ça est quand même particulièrement navrant, désastreux. Et c'est le quatrième point de ce plan, c'est qu'il compromet jusqu'à l'utilité du droit international. Alors, on peut penser ce qu'on veut du droit international depuis 1945. On peut penser que c'est un droit qui effectivement est un droit mou, qui n'a jamais été appliqué ou très peu appliqué, qu'il fait l'objet de ce qu'on appelle le deux poids deux mesures, le double standard. Oui, incontestablement, il est imparfait. Mais il n'est pas imparfait dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit, il dit le droit. Il est imparfait dans son application, car il n'y a pas de force aux Nations Unies pour appliquer le droit international. Où est la force de police qui appliquerait le droit international ? Ça n'existe pas. Et bien évidemment, puisque ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on trouve dans le plan Trump ? Eh bien lui, il prévoit une force, ça s'appelle la FIS, Force internationale de stabilisation. Là aussi, ce sont des morceaux d'armée de pays qui vont être cooptés. L'Indonésie a dit OK. La Turquie a dit peut-être, mais Israël a dit attention, si c'est la Turquie, ça va poser problème. Le Qatar, attention, Israël a dit non. Donc il doit y avoir d'autres pays, je ne les ai plus tout à fait en tête. Mais cette force, elle n'est pas du tout encore composée. Et si elle venait à exister, eh bien, elle serait un exemple pour pouvoir reproduire, comme je vous l'ai dit, cette opération-là dans d'autres configurations, bien évidemment. Le danger est là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, à notre niveau, continuer. Incontestablement, c'est l'avenir des Palestiniens et l'avenir d'autres peuples opprimés dans les mêmes configurations qui est en jeu, ou pas opprimés, je pense au peuple inuit du Groenland. Eh bien, les pays seraient quand même avisés de ne pas prendre part à ce conseil. Imaginez qu'aucun pays y va, à part Israël et les États-Unis. Bon, la situation, elle est déjà là, c'est ce qui se fait. Leur crédibilité tomberait encore plus et Trump serait là en grande difficulté. Donc il nous appartient, nous, ici en France, là en Italie, là en Espagne et ailleurs, que les opinions publiques soient en mesure de continuer cette pression et de montrer les dangers que cela peut, bien évidemment, occasionner. Alors, bien sûr, c'est des paroles, mais vous le savez comme nous, et c'est le début de la Charte des Nations Unies, nous, peuple des Nations Unies, ce n'est pas les États qui dirigent les Nations Unies, c'est nous. Je pense, comme un de mes amis du Mouvement de la Paix le disait, Roland Veil et sa femme Monique Veil disaient « Il est temps de sortir le droit international du placard et de le faire appliquer. Faut-il changer les Nations Unies ? Faut-il modifier les Nations Unies et la Charte ou complètement bouleverser le système ? Bouleverser le système, c'est Trump. Peut-être qu'on pourrait réviser et il y a de quoi pouvoir faire. En tous les cas, pour les Palestiniens, et c'est ce que tu disais à l'instant, j'ai regardé les derniers sondages, en Cisjordanie, ils sont très très opposés à ce plan. À Gaza, pour les raisons que tu évoquais, ils ont dit oui, tout ce que vous pouvez faire pour que cesse le génocide et qu'enfin on puisse continuer à survivre. C'est, à mon avis, notre enjeu d'humanité partagée. Oui, pour aller totalement dans le sens de Raphaël, c'est aussi parce qu'il y a tout ce questionnement sur le droit international.
sur l'utilité ou non, sur le fait, mais à quoi sert le droit international puisqu'on assiste à tout ça. Je parle là de la part de gens qui posent la question honnêtement, que dans une période aussi où se pose la question de la réforme de l'ONU, le moment où un certain nombre de pays qui, en 1945, n'étaient pas là, n'étaient pas à l'ONU, des États qui n'étaient pas représentés, tapent à la porte de l'ONU pour être plus représentés, pour avoir plus de poids. Je pense à des pays d'Afrique, je pense à ce qu'on appelle le Sud global, parce que aussi quelque chose est en train de se passer de la part de ces pays qui aujourd'hui ne veulent plus simplement qu'on leur dise ce qu'il faut faire, mais avoir droit voix au chapitre. C'est à ce moment-là que Trump aussi sort ça, et comme l'a dit Raphaël, ce conseil-là, et avec une charte, il vise en fait à remplacer l'ONU, tout simplement. Et donc le danger est immense. Le danger est vraiment immense, et c'est vrai qu'il y a besoin de ce type de débat sur la question du droit ou pas, parce que je pense que, de manière encore une fois honnête, certains se disent, bon, bah, ce droit, il ne sert à rien. Or, effectivement, comme tu l'as dit, ce droit international n'est pas appliqué, et c'est bien le grand problème. Et notre responsabilité, c'est évidemment, dans chaque pays, comment est-ce que ça se passe? Parce que sur les pays qui ont dit OK pour la force de stabilisation, il y a l'Italie et l'Allemagne, par exemple. Donc ça va très vite, en réalité. Je voudrais juste rappeler 2-3 choses là sur ce qui s'est passé depuis octobre 2023. En fait, je pense que Netanyahou a compris qu'avec le 7 octobre 2023, il a vu que, en quelque sorte, les planètes étaient en train de s'aligner pour son but ultime, qui est le Grand Israël. Et la force, je suis désolé de dire ça, la force et l'intelligence de Netanyahou, ça a été de montrer aux Américains, de prouver aux Américains qu'en mettant en place son projet à lui, il aidait à la mise en place du projet des États-Unis dans la région. À savoir, donc le Grand Israël, alors, est-ce que le Grand Israël va aller jusqu'à la Mésopotamie, tout ça? Je pense que pour l'instant, c'est plus un Grand Israël. Bon, s'il pouvait prendre la Jordanie, il prendrait, mais qui serait sur la Palestine historique, avec des espèces de zones tampons un peu tout autour. On voit ce qu'ils font en Syrie, on voit ce qu'ils font au Liban. À chaque fois, c'est de dire des zones démilitarisées, zones tampons, etc. Mais si on regarde bien, depuis 2000, pour ne remonter qu'à ça, les États-Unis veulent un Moyen-Orient à leur botte, c'est assez clair, et pour ça, ils ont besoin d'États, de gouvernements qui répondent avec eux, qui soient avec eux. Or, et notamment sur la question de la Palestine, il y avait 3 pays qui les ont toujours gênés au sein de la Ligue arabe, et quoi qu'on pense de ces pouvoirs-là qui étaient en place, et quel que soit ce qui s'est passé, les accointances possibles. Ces 3 pays, c'était la Libye, je mets l'Algérie à part, mais la Libye particulièrement, l'Irak et la Syrie étaient 3 pays du Moyen-Orient, du Mashrek, qui n'allaient pas dans leur sens. Notamment sur la question de la Palestine. Ça n'a pas empêché sur certains autres dossiers de collaborer. Quand ils ont eu besoin de Saddam Hussein contre l'Iran, ils ont utilisé Saddam Hussein, ils lui ont fourni des armes avec lesquelles il a massacré aussi des Kurdes, etc. C'est pas un problème. Mais sur la question de la Palestine, c'est 3 pays qui tenaient fermement sur la question palestinienne. Ces 3 pays, vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. La Libye, c'est le chaos. La Syrie, c'est le chaos, c'était le chaos jusqu'à maintenant quasiment, et maintenant ce sont les islamistes qui sont au pouvoir. C'est quand même le mec qui est président par intérim en Syrie aujourd'hui, c'est celui qui a amené Al-Qaïda en Syrie, donc l'organisation de Ben Laden, soi-disant qui était le grand ennemi des Américains. C'est lui qui est en place aujourd'hui. Et quant à l'Irak, on voit que c'est un pays qui est complètement divisé, affaibli, mais c'est un pays qui a du pétrole, donc il y a une espèce de mainmise qui est faite. Et il y a cette volonté peut-être pas la volonté, en tout cas dans les tiroirs, existent des plans pour modifier ce Moyen-Orient. En finir peut-être avec les États-nations tels qu'ils ont été conçus
après le démantèlement de l'Empire ottoman, après la chute, la fin de l'Empire ottoman, qui a fait, avec les fameux accords Sykes-Picot, qui ont créé un certain nombre d'États. Et aujourd'hui, il y a possibilité de faire éclater ces États sur des considérations ethniques ou communautaires, ethniques ou religieuses. C'est pour ça qu'Israël soutient très fortement les Kurdes, par exemple. Et a toujours soutenu les Kurdes en Irak, notamment jusqu'à encore très récemment, parce que le Kurdistan irakien est un pays, est une zone qui est frontalière avec la Syrie, qui était la Syrie de Bachar el-Assad avant, et avec l'Iran. Donc, quand il y a eu un référendum il y a quelques années organisé par les Kurdes irakiens sur l'indépendance de l'Irak, le seul pays au monde qui a reconnu ce référendum sur l'indépendance, c'est Israël. Donc il y a un danger qui existe. Donc Netanyahou a su montrer aux Américains qu'en mettant en œuvre, lui, son plan de Grand Israël, c'est-à-dire donc qui concernait la Libye, la Syrie, il a réussi à faire chuter le régime de Bachar el-Assad. Il y a eu d'autres paramètres, évidemment, mais en tout cas, le pouvoir existant auparavant est tombé. Au Liban, le Hezbollah est considérablement affaibli. Et le sud-Liban, aujourd'hui, moi j'y suis encore retourné il y a quelques mois, la guerre se poursuit en réalité à une intensité peut-être moindre, mais Israël a maintenu des points de contrôle militaire à l'intérieur du territoire libanais. Les drones survolent régulièrement cette zone-là et l'aviation israélienne continue à violer l'espace aérien libanais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, et quant à l'Iran, qui est le grand Satan pour Israël. On voit bien les bombardements qu'il y a eu au mois de juin dernier. Trump s'apprête peut-être ce week-end à bombarder l'Iran, donc à utiliser, et vous voyez encore une fois, et vous savez, très franchement, je ne suis pas un soutien du pouvoir iranien en place, vous pouvez bien le comprendre, mais j'ai l'impression qu'on nous refait le coup qu'on a fait en Libye. C'est-à-dire que pour éviter, et ça revient à comment est-ce qu'on agit, pour éviter qu'il y ait un débat politique dans un pays sur intervention ou pas intervention, eh ben on mobilise la question humanitaire. On dit qu'on n'intervient que pour sauver des gens. En Libye, si vous vous rappelez bien, il n'a jamais été question de dire de Kadhafi, etc. Et j'étais en Libye à ce moment-là, c'était Kadhafi massacre. Et donc, il risque de rentrer dans Benghazi, cette fameuse ville de la Cyrénaïque, donc à l'est de la Libye. Et donc, pour éviter les massacres, il faut intervenir. Il n'y a jamais eu aucun débat sur rien. C'était juste, il fallait intervenir pour sauver les populations. Et là, pareil, sur les questions faussement posées. C'est-à-dire, ah ben, si tu veux pas qu'on intervienne, c'est que tu es pour le massacre. Et on évacue toute question politique. Là, de la même manière, sur l'Iran, on nous a fait sortir le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi. On a laissé quand même ceux qui sont en place en Iran aujourd'hui massacrer toute la gauche et les progressistes iraniens. Donc il n'y a plus d'organisation progressiste. Les syndicalistes sont aussi en prison. Et donc c'est aussi le danger iranien, d'une certaine manière, qui disparaît. Or, donc Israël et les États-Unis s'entendent très bien sur ça. Par contre, il peut y avoir des divergences entre les Américains et les Israéliens à un moment donné. C'est-à-dire que, vous voyez, la question centrale pour Trump aujourd'hui, c'est la normalisation des pays arabes avec Israël, ce qu'il appelle les accords d'Abraham. Pour l'instant, le Maroc, le Soudan, Oman et les Émirats arabes unis ont signé ces accords d'Abraham, donc entretiennent maintenant des relations de normalisation avec Israël, sans que quoi que ce soit ait été dit pour le peuple palestinien ou pour essayer d'obtenir quelque chose pour les Palestiniens. Donc une fois de plus, un certain nombre de pays arabes jouent ça. Celui qui se fait tirer l'oreille aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite se fait tirer l'oreille? Pas tant dans le fond parce qu'il serait contre la normalisation avec Israël, c'est parce qu'il entend jouer cette carte-là pour obtenir un maximum d'avantages pour ses propres intérêts. Il joue parce que ce qui s'est passé avec la déstabilisation et la disparition de Saddam Hussein, c'est qui
dirige, qui est le pays dominant dans la région. Or, avec la disparition de l'Irak de Saddam Hussein, le conflit s'est fait entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour savoir qui était la puissance dominante régionale. L'Arabie Saoudite a intérêt à ça, mais en même temps a intérêt à montrer que non, elle est quand même garante de la stabilité du pays. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite dit aux Iraniens, non, vous pouvez compter sur moi, rien ne passera par l'Arabie Saoudite si on vient vous bombarder. Donc il y a ce jeu qui est en train de se faire. Et parce que Trump a besoin de cette stabilisation du Moyen-Orient pour s'occuper beaucoup plus de sa guerre commerciale avec la Chine. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être un peu passé sous les radars, comme on dit, qu'on a soulevé à l'UMAC, sur lequel j'ai écrit dès novembre 2023. C'est qu'en septembre 2023, un mois avant les attaques du 7 octobre, il y a eu une réunion du G20 ou du G7, je crois, en Inde, à laquelle participaient les responsables de l'Union européenne, les États-Unis, et ils ont défini ce qu'ils appellent des nouvelles routes commerciales et énergétiques. Parce que l'idée centrale, c'est de ne plus dépendre du gaz russe. Et donc, ils veulent mettre en place des nouvelles routes qui seraient en plus concurrentielles des nouvelles routes de la soie chinoise pour alimenter jusqu'en Europe de toute l'énergie qui viendrait notamment des pays du Golfe en gaz et en pétrole. Et pour ça, de développer de nouvelles routes qui passeraient par Israël, au-dessus de la bande de Gaza, utiliser les ports israéliens qui iraient, et certaines pipelines, nouvelles pipelines, iraient jusqu'en Turquie et après seraient dirigées vers l'Europe. Donc ils ont besoin de cette stabilisation-là et ils ont besoin de ne plus avoir de pays arabes ou musulmans, ou pour l'Iran, qui ne soient pas en opposition avec ce plan-là. Après, le problème, c'est que Trump doit aussi tenir un certain équilibre entre son soutien à Israël et son alliance avec les pays arabes, et notamment avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est là qu'il peut y avoir des contradictions, voire des divergences entre les États-Unis et Israël. Et donc on va voir de quelle manière tout ça est en train de se jouer. Encore une fois, sur cette histoire de Grand Israël, Netanyahou avance très fort. Il avance d'autant plus qu'effectivement, Israël a toujours refusé de définir ses propres frontières. Celles qui sont données aujourd'hui, on parle, pour les Palestiniens, on parle en fait de ce qu'on appelle la frontière de 1967, c'est-à-dire les lignes d'armistice de 1949. Mais même celle-là, Israël n'en tient absolument pas compte, on le voit avec la colonisation, on l'a vu aussi avec la construction du fameux mur que les Israéliens appellent le mur antiterroriste, que les Palestiniens appellent le mur de l'apartheid, qui est un mur en fait qui sillonne la Cisjordanie, et pas du tout si la vérité c'était de faire un mur pour empêcher des incursions palestiniennes en territoire israélien. Ils auraient tout bonnement construit ce mur sur cette fameuse ligne d'armistice de 1949. Or, pas du tout, ce mur serpente en Cisjordanie en captant les terres les plus arables et surtout les puits d'eau. Et donc, qui contrôle l'eau en Cisjordanie ou dans cette région du monde? C'est comme s'il avait du pétrole à n'en plus finir. Et donc, c'est ça aussi qui est en train de se jouer. Et donc, il n'a plus besoin de définir ses frontières à partir du moment où, à la Knesset, il a fait voter le fait qu'il n'y aura pas d'État palestinien, qu'il l'a dit et redit que de toute façon, il n'en voulait pas. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Si Trump veut aussi, donc pour continuer ce que disait Raphaël, si Trump veut aller avec son fameux comité, dans les 20 points, il n'est pas question d'un État palestinien en réalité. Si les choses le permettent, il y a marqué exactement ça, si les conditions le permettent, on pourrait avancer vers, etc., etc. Donc, tout ça est un leurre total. Israël est en train réellement de mettre en place ces zones tampons au sud Liban et en Syrie. Je suis allé en Syrie, et donc dans ces zones, je suis rentré dans un village où il y avait l'armée israélienne qui était là, donc j'ai pu constater qu'effectivement ils étaient là. Les États-Unis ont déjà dit qu'ils reconnaissaient
que le plateau du Golan syrien appartenait à Israël. Et donc, c'est la création de cette zone tampon. Donc, on avance en réalité très vite vers une sorte de grand Israël qui est en train de se construire. D'autant plus qu'Israël a déjà dit aussi qu'il n'était pas question de lâcher la vallée du Jourdain et que ce qui se passe en Cisjordanie, on l'a dit, c'est peut-être pas un génocide au sens de ce qu'on voit à Gaza, mais en tout cas, c'est un nettoyage ethnique. Et je disais tout à l'heure, les colons se déchaînent en ce moment, mais ils se déchaînent pas n'importe comment. En fait, ils se déchaînent non simplement soutenus par l'armée israélienne, mais surtout ils servent de supplétifs en réalité. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, quand ils empêchent les paysans palestiniens de faire leur récolte d'oliviers, par exemple, ou d'aller cultiver leurs champs, ou quand ils empêchent les éleveurs de faire paître leurs troupeaux, en réalité, ils font partir la population, parce qu'elle ne peut plus y vivre. Moi, j'ai rencontré des tribus de Bédouins qui ont quitté les endroits où ils étaient vers la vallée du Jourdain, parce qu'ils ne peuvent plus faire paître leurs troupeaux. Comment ils ne peuvent plus ? Les colons arrivent avec leurs propres troupeaux, ils les mélangent aux troupeaux des Bédouins, ils appellent l'armée, ils accusent les Bédouins d'avoir volé leurs troupeaux, et l'armée tranche et saisit tout le troupeau des Bédouins. Vous savez, pour pourrir la vie des Palestiniens, une petite anecdote. La vallée du Jourdain, il y a des parties qui sont en zone B, dont je parlais tout à l'heure, donc sécurité faite par Israël. Comme dans la zone C, Israël ne délivre pas des permis de construire, donc il n'y a pas de possibilité réelle, légale, de développer les maisons, etc., les paysans essayent de trouver des solutions. Ils emmènent leurs troupeaux paître dans des endroits où l'armée israélienne leur dit « vous n'avez pas le droit ». Ils ont construit des prisons pour les troupeaux. Ils arrêtent le paysan et au bout de quelques jours, ils le libèrent et ils lui font payer le prix de la nourriture qui a été donnée aux animaux pendant les jours où ils ont été enfermés dans des enclos sous surveillance de l'armée israélienne. Voilà. Donc ça, c'est pour la vallée du Jourdain, puisque la vallée du Jourdain, c'est l'eau, encore une fois, et on retombe toujours sur la même problématique. Donc, voilà comment ça se développe. Peut-être on reviendra après sur les pays arabes et leur attitude. Mais aujourd'hui, voilà, se joue cette histoire-là avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis. On parlait de Jared Kushner tout à l'heure, le gendre de Trump. Jared Kushner est en affaires, en réalité, en affaires financières et commerciales avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis. C'est des projets de milliards de dollars dans lesquels ils incluent aujourd'hui Gaza. Israël n'est pas toujours d'accord avec tout ce que font les États-Unis. Évidemment, comme c'est le grand patron, ils sont obligés d'avoir le feu vert. Ils ont souvent le feu vert et souvent ils trouvent de toute manière des moyens dérivatifs pour arriver à leur fin. On va voir encore une fois ce qui va se passer avec l'Iran et surtout ce que ça va provoquer dans la région. Mais vous voyez qu'en affaiblissant tout ce qu'ils appelaient l'axe de résistance, c'est-à-dire l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et les Houthis au Yémen, ils ont affaibli toute possibilité réelle de contrecarrer ce qui est en train de se passer. J'ajouterai, juste pour finir, que ne nous leurrons pas, si Trump intervient en Iran, c'est pas pour aider le peuple iranien à se débarrasser des mollahs. Il en a lui qui est un grand religieux qui prie à la Maison-Blanche tout le temps, il se pose un peu là pour ça. Ce qui l'intéresse simplement, c'est d'avoir si le gouvernement iranien fait exactement la même chose contre le peuple iranien, mais se plie aux injonctions américaines pour la région du Moyen-Orient, ils pourront continuer à le faire sans aucun problème. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est en train de nous faire croire que Trump va intervenir pour aider le peuple iranien, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de leurs intérêts propres dans la région, et aussi parce qu'en contrôlant l'Iran, ils empêcheraient aussi les approvisionnements énergétiques pour la Chine. Tout à fait d'accord avec cette analyse. Juste en remontant, le projet de remodelage du Moyen-Orient, ce n'est pas le projet Trump, c'est le projet Bush père
qui s'appelait déjà le Grand Moyen-Orient, qui avait été dans les années 90 engagé, et les circonstances ont fait que ça a pris un petit peu de temps, il y a eu des retards, mais 2003, les nouvelles attaques et les conflits avec l'Irak, avec même l'Afghanistan pour un tout petit peu plus tôt, c'est cette dimension-là impérialiste des Américains qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce que, comme tu le disais, dans cette région, qui tient l'eau tient la vie, et qui tient le pétrole tient l'intégralité de cette zone. Et pour le pétrole, soit c'est les tankers, soit c'est le fameux canal Ben Gourion qui devait être construit dans les années 60, qui a été interrompu, mais qui devait traverser Arabie Saoudite, Jordanie et arriver dans un des ports, lequel? Celui de Gaza, celui de Ashdod ou celui de Tel Aviv, Jaffa. C'est dans les projets. Haïfa, c'est dans les projets. Et c'est effectivement des routes commerciales qui viendraient concurrencer d'autres routes commerciales de manière à permettre aux États-Unis d'avoir la tranquillité que cette zone soit complètement sous son contrôle, sous le contrôle d'Israël et d'autres États arabes. N'oublions pas que l'Égypte est le deuxième pays qui reçoit le plus de financement budgétaire et militaire d'Israël. Des États-Unis, pardon. Le premier, c'est Israël. Le deuxième, c'est l'Égypte. Avec ces deux têtes de pont, la zone est tranquille. Il reste effectivement l'Iran. Bon, c'est en train d'être discuté. Donc, on a là on a là ce que tu disais. On a là la théorie du choc. C'est de frapper fort partout et en même temps, de manière à laisser aucune possibilité de résistance organisée et de faire comprendre que ce qui se passe pour le peuple iranien, eh bien, c'est quelque part le sort du peuple palestinien, le sort du peuple syrien. Je parle de peuple ici, je ne parle pas de gouvernement ou de cliques qui peuvent arriver au pouvoir, parce que changer le régime des mollahs, pour lequel il est quand même très difficile d'avoir un tout petit peu de sentiment, par le retour d'un roi, je ne suis pas persuadé qu'on avance en termes de démocratie. Et la corruption latente que l'autorité palestinienne a connue fait partie de ce deal qui a été mis en place il y a très très longtemps pour permettre à Israël de soutenir financièrement, ça a été par ton collègue Charles Anderlin largement documenté, les valises ont été transmises du tarmac de l'aéroport de Tel Aviv par camion jusqu'à l'entrée de Eretz au nord pour que le Hamas puisse en bénéficier, ça venait du Qatar, et ainsi faire concurrence à l'autorité palestinienne et en particulier à l'OLP. Et donc ça, c'est un processus qui, bien sûr, prend du temps, et pas visible. Et quand on en parle, on dit « Oh là là, vous êtes des complotistes !» Et donc, on nous ferme tout de suite la possibilité de discuter. Mais l'écriture de l'histoire du monde, elle est en train de se faire. Et contrairement à ce cher monsieur Macron, président de la République française, la question du génocide, ce n'est pas une question d'historien, c'est une question de juriste immédiatement. Car dans la Convention de 1948, s'il y a bien la question de réprimer le génocide, qui a donc déjà été commis, il y a aussi un volet de prévention du génocide, sur lequel on peut jouer tout de suite, de manière à ce qu'il n'advienne pas. Et tout à l'heure, en parlant de ce plan, un point important est quand même à noter, c'est que ce plan est organisé par Trump avec la complicité des autres États et il vise à produire sous d'autres noms, sous d'autres modes opératoires, la poursuite du génocide et en Palestine du nettoyage ethnique. Ça, c'est comptable devant le droit international et ceux qui aident sont des complices. Le mot est très fort, mais c'est la réalité. Plus que des collaborateurs, des complices. Des complices dans le sens juridique du terme qui sont passibles des mêmes tribunaux que Netanyahou et consorts, bien évidemment. Et ce plan vise pour l'instant, à noyer un petit peu le poisson et à contourner. Juste la question sur le seul État, parce que, oui, c'est un fait déjà. De la mer au Jourdain, il y a un seul État qui décide de tout quotidiennement, c'est l'État d'Israël.
C'est ce gouvernement, Netanyahou, et bien avant lui, depuis très très longtemps au demeurant, quasiment la partition en 1947, mais en réalité, malgré cette partition ou à cause de cette partition, un seul a la main mise. Oslo n'a été que le redéploiement des moyens en diverses zones pour complètement segmenter et fragmenter le territoire de la Cisjordanie, mais qui décide ? On a un exemple tout récent. Vous avez tous été informés de ce qui s'est passé dans l'université que je connais bien à Birzeit le 6 janvier dernier. Tout le monde, et encore aujourd'hui, j'ai reçu des courriers d'universitaires. Qu'est-ce qui se passe à Birzeit ? Birzeit est en zone A, donc totalement sous contrôle de la Palestine. Qui est rentré dans cette université ? Les voitures et les militaires israéliens, et qui ne prennent plus cette fois-ci le temps de se déguiser en palestiniens. C'est comme ça que les journalistes le disaient il y a quelque temps, parce que c'est des opérations qui sont récurrentes. Là, on a focalisé sur celle-ci. J'y vais régulièrement. J'en ai vu pas très quotidiennement, mais très mensuellement. Et puis les collègues disent, tiens, on a la visite des Israéliens. Alors ils se déguisaient. Allez faire la différence entre un Palestinien et un Israélien habillé normalement, si j'ose dire. Et ils venaient capturer, donc c'est une technique qui existe déjà, il n'y a pas que Maduro qui a été capturé et kidnappé, des étudiants palestiniens étaient capturés, notamment du Hamas ou du Fatah, et ils les retiraient manu militari avec force pour pouvoir les amener dans les prisons. Torture, l'université s'arrêtait, pétition, au bout de quelques jours, il ressortait, et ça, c'est régulier. Le 6 janvier, c'est ce qui s'est passé, mais ça a été un peu plus connu. Tant mieux, plus c'est connu, plus on espère que ça mettra quelques barrières, mais bon, ces gens-là, Trump et Netanyahou, et c'est un autre des éléments que l'on connaît aujourd'hui, cette forme de despotisme, c'est comme ça que je trouve qu'il convient de les appeler, ces gens-là, ces despotes-là, ne connaissent aucune limite, puisque c'est eux qui fixent les règles. Et ça porte un nom en droit international, ça s'appelle les règles fondées sur l'ordre fondé sur les règles, Rule-Based Orders, mon accent est terrible, et ça permet de substituer les règles du droit international qui comportent un certain nombre d'éléments et qui sont aujourd'hui les règles fixées par le pays qui domine cette zone-là, à commencer, donc, bien évidemment, par les États-Unis. Ça, c'est un processus qui a été mis en place dès le milieu des années 80, même début des années 70. Je vous rappelle que ce qui s'est passé au Chili en 73 relève de cette politique. Ce qui s'est passé dans d'autres endroits, à Grenade et dans d'autres endroits des pays d'Amérique latine, alors on dit « ouais, c'est confortable, c'est l'arrière-cour des États-Unis ». Mais en réalité, on s'est aperçu qu'ils sont capables de faire ça un peu n'importe où. Et la Libye, la Côte d'Ivoire dans un autre contexte, là c'était plutôt la France, mais la France était le sous-fifre des États-Unis à cette époque-là, ont utilisé le droit international qui s'appelait la R2P, vous avez peut-être entendu, la responsabilité de protéger. C'est comme ça qu'en droit international, ça s'appelait. Mais en fait, c'est un alibi pour faire du droit d'ingérence. Et ici, sans aucun mandat, seulement l'intervention de l'OTAN, de venir effectivement tuer Kadhafi et puis d'autres dans ces considérations. Seul État. Oui, formellement, il y a un seul État. Et il y a deux peuples. Mais la théorie sioniste depuis le début, c'est tout l'inverse. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce qui veut dire que les Palestiniens ont toujours été invisibilisés par le sionisme. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de Balfour, c'est très, très clairement indiqué dans la déclaration de Balfour. Le mot palestinien n'apparaît pas, le mot arabe non plus. On parle de communauté non juive. Alors qu'à cette époque, 94% de la population est palestinienne arabe, les juifs ne représentent que 3%. À la fin de la période du mandat britannique, les Juifs sont 34%, en dépit de toutes les fermetures, soi-disant, de frontières, de portes d'entrée. Les Britanniques ont contribué à cette immigration, et s'ils sont venus en Palestine, c'est que, il faut voir à front renversé, les États-Unis et la Grande-Bretagne fermaient leurs frontières aux Juifs d'Europe
à cette époque-là, ou ne l'autorisait que de manière toute petite. Et donc, c'est par là que je termine mon propos, s'il y a un problème pour résoudre, sous une manière ou sous une autre, cette question étatique et cette question des peuples, c'est qu'il faut extirper deux choses, l'islamisme radical, pour moi c'est incontournable, et le sionisme dans toutes ses dimensions. Mais là, quand on touche à Israël, vous connaissez la suite, donc je vais ici mettre des petits points d'interrogation. Mais bien évidemment que c'est le sionisme qui pose problème. Il n'y a aucun souci. C'est une forme de colonialisme. Ça a été reconnu par les Nations Unies en 1975. C'est une forme de racisme. Quand on ajoute colonialisme et racisme, on a de l'apartheid. Et sur le territoire entre la mer et le Jourdain, il y a un seul pays qui domine, qui discrimine, qui ségrègue, qui violente, qui réprime sans aucun cadre, c'est Israël. À ce titre-là, Israël est un État d'apartheid qui est condamné par le droit international. C'est sur ces fronts, sur ces lignes de front que l'on doit pouvoir mener le combat du droit international et lutter contre cette théorie de Noami Klein, collègue canadienne, de la théorie du choc, parce que ce qui se produit là peut très bien se reproduire dans d'autres circonstances et dans d'autres pays, et ces pays-là seraient bien avisés de commencer à porter un soutien au peuple palestinien et aux autres peuples opprimés, à commencer par les pays arabes qui ont toujours joué un rôle très très ambigu et peu clair. Ils les appellent les frères, mais en réalité, ce sont juste des variables d'ajustement en fonction des intérêts personnels de ces pays. C'est sans doute une très bonne question et qui, pour moi, pourrait trouver une réponse dans le mot propagande. Parce que je crois qu'on est à une ère de propagande d'une dimension que j'ai moins vécue que toi, mais vécu beaucoup déjà. Et cette question-là de la propagande, c'est-à-dire gagner le cœur et l'esprit. Quand bien même ce sont les pires des horreurs qui ont été faites, autour du 7 octobre, la propagande israélienne, Hasbara en particulier, il ne me semble pas, tu le disais, qu'il n'y ait pas un seul expert autoproclamé qui soit venu sur un plateau de télévision pour dire le contraire de ce que disait le gouvernement israélien. À force de répétition, c'est ce que je dis aux étudiants, plus vous répétez, plus vous apprenez, vous n'avez même pas besoin d'apprendre par cœur. Et bien c'est la même chose, ça s'est totalement distillé dans l'esprit des gens. Et en France, il n'y avait pas vraiment besoin que cet esprit-là soit. En Israël, je laisserai peut-être parler les personnes qui connaissent mieux le pays, parce que je crois que c'est vraiment de l'ordre de l'intime sur lequel on peut travailler, un peu de sociologie pourrait être faite. Je voudrais répondre juste à cette question-là. Comment arriver à faire venir les jeunes dans ce genre de choses? D'abord, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une meilleure publicité et communication. Parce que je pense sur ces questions-là, ça passe pas. Dans d'autres villes, à Rennes par exemple, ou à Marseille, les jeunes viennent. Eh oui, ils viennent parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des informations par d'autres canaux qu'un affichage ou de bouche à oreille, etc. À Paris, moi je suis allé manifester à Paris, il y a énormément de jeunes. Mais attends, on parle de manifestation ou on parle de débat comme ça? On parle des deux, on parle des deux. Non, on parle des deux. Pour les débats, eh ben voilà, j'ai un exemple aujourd'hui, j'ai un cours avec 30 étudiants, 40 étudiants si j'ajoute mes deux ou trois étudiants de master. Je leur ai dit, voilà, il se passe quelque chose à 19h ce soir. Ils sont pas là. Voilà. Ils le savaient, je leur avais dit la semaine dernière. Voilà, c'est le jeudi soir, c'est les soirées. Mais justement, ils peuvent sortir juste après. Je pense que comme dans beaucoup d'autres questions sociales, sociétales, peut-être si on accepte la question environnementale, il me semble que les jeunes sont sur un autre mode de fonctionnement, de militantisme et de réflexion. Je ne sais pas trop lequel pour le coup, mais j'imagine volontiers. Dans les rassemblements, dans les manifs, oui, là, ils viennent un peu plus souvent, ils sont plus acteurs, mais dans nos discussions, je crois que peut-être il faudrait leur demander un jour ou l'autre, si tu as l'occasion d'avoir des jeunes devant toi. Moi, je leur ai déjà demandé, en droit, ils me disaient « Ah ouais, on viendra ». Il n'y a pas peut-être la crainte
de la réflexion français et dans nos rassemblements comme ça, là, discussion. Non, mais dans les manifs, oui, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et puis, alors, juste, je voudrais dire un tout petit truc sur une des questions qui a été posée. Il me semble que la question sur où est-ce que Trump veut envoyer, alors, c'est pas forcément Trump tout seul qui veut les envoyer, Israël aussi. Il me semble que c'est passé aussi un peu sous les radars. Israël a été le seul pays à reconnaître le Somaliland. Donc, de l'autre côté du golfe d'Aden. C'est pas très très loin. En bateau, enfin pas en bateau, mais en camion et bateau, ça peut se faire dans une opération relativement bien organisée. Je pense que ça a à voir avec ce que tu disais à l'instant. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai analysé, cette reconnaissance du Somaliland. Voilà, je ne vais pas être trop long, et puis je vais surtout passer la parole à Pierre pour qu'il conclue. Hein, oui. Il ne faut pas s'étonner. Aussi bizarre, aussi étrange, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les Israéliens, jusqu'à très récemment, pendant toute la durée des 2 ans de guerre, la majorité des Israéliens ne savaient pas ce qui se passait à Gaza. Parce que j'avais fait interview de Gideon Levy, qui est un journaliste du journal Haaretz, qui est un des rares journalistes israéliens à se rendre dans les territoires palestiniens, donc j'y connais bien, qui est un homme de gauche. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais les Israéliens, il me dit, mais les Israéliens ne savent pas ce qui se passe. Parce que les chaînes de télévision, bon, il existe depuis tout le temps en Israël une censure militaire. C'est-à-dire que les journalistes, ce qu'ils écrivent et passent devant une commission de censure qui enlève des choses où, bon, l'information n'est pas totale. Mais là, en l'occurrence, il me disait que les grandes chaînes de télévision ne passent pas des vrais reportages parce qu'ils savent que l'audience va partir et donc ils vont perdre des points de publicité. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Deuxièmement, les images qui sont accessibles sur les chaînes comme ça sont les images fournies par l'armée israélienne. Donc évidemment, l'armée israélienne va pas leur fournir des images de gamins amputés ou de gamins en train de mourir comme ça. Et je lui dis, mais il y a quand même les réseaux sociaux dans lesquels on peut avoir accès à plein de choses. Et sa réponse a été, mais les réseaux sociaux, si tu veux pas y aller, tu n'y vas pas. Donc ça montre qu'il y avait aussi une volonté de ne pas vouloir voir de la part des Israéliens. Et donc pour eux, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de... Et puis, on a monté ce qui s'est passé le 7 octobre comme une chose absolument... Ils ont été très choqués par ce qui s'est passé. Non seulement parce qu'il y a eu 1200 personnes qui ont été tuées, pas tous Israéliens d'ailleurs, hein. Il y a eu 200 travailleurs immigrés en fait qui ont été tués aussi. Et surtout parce qu'ils se pensaient invulnérables. Ils ne pensaient pas qu'une chose pareille pouvait arriver. Pas une des premières armées du monde, en tout cas la plus puissante de la région, ils pensaient absolument pas que ça pouvait arriver. Donc c'est aussi pour ça que les choses se passent. Et puis malheureusement, on sait comment les peuples peuvent être manipulés pour accepter beaucoup de choses, y compris en France. Donc malheureusement, c'est comme ça. L'autre chose sur les jeunes, etc. Oui, dans les manifestations, et particulièrement à Paris, il y a beaucoup de jeunes qui y participent. Il y en a beaucoup moins, effectivement, quand on fait des débats ou des discussions autour de ces questions-là. C'est grave, pas simplement parce que, oui, de ne pas avoir beaucoup de jeunes, c'est quand même gênant, mais ça montre quelque chose. Et moi, ça m'interpelle énormément. Parce que je pense qu'il y a d'abord, il y a une instrumentalisation de la question de la Palestine. Il ne faut pas se le cacher, certains instrumentalisent la question de la Palestine à des fins politiques. Quand la campagne de l'élection européenne est centrée par une liste sur la question de la Palestine, je dis qu'il y a instrumentalisation. Et l'instrumentalisation est d'autant plus forte qu'on ne peut pas avoir ce type de débat parce qu'ils ne viennent pas. Or, que je parle des jeunes, c'est plus facile de mobiliser sur l'affect ou sur un slogan. C'est beaucoup plus facile que d'avoir de véritables discussions, de débats. Par exemple, la question qui est posée sur un État ou 2 États. Certains portent la question, ici, en France, il faut un seul État parce que 2 États, etc., etc. Ok. Moi aussi, j'ai mon avis sur ça, mais je ne suis pas palestinien. Non, tout à fait. C'est pas à moi de décider. Exactement. Donc la question, c'est on peut effectivement débattre de ces questions-là, de se dire, comme le dit Raphaël,
dans la réalité, c'est un seul État qui domine dans cette Palestine historique, et donc de fait, il pratique l'apartheid qu'il ne pratiquait pas il y a 40 ans. C'est l'occupation et la volonté de ne pas laisser un État palestinien se créer, les oblige à aller vers l'apartheid, un comportement d'apartheid. C'est-à-dire, une fois, j'étais à Hébron, dans cette grande ville du sud de la Cisjordanie, j'étais avec Ahmed Kathrada. Ahmed Kathrada, c'était un compagnon de Mandela, qui était en prison avec Mandela, qui est resté 25 ans en prison. Il est même, à Robben Island, il est resté même plus longtemps que Mandela. Et j'étais avec Ahmed Kathrada, on s'est frité, c'était déjà un vieux monsieur, maintenant il a disparu. On a eu des mots avec les soldats israéliens, et après, Ahmed me dit, nous on a eu l'apartheid en Afrique du Sud, mais jamais comme ici. Donc il parlait d'Israël. Parce que nous, on n'a jamais eu de route séparée, par exemple, pour les Noirs et les Blancs. Voilà ce qu'il disait. Donc cet état de fait, des discussions, il faut évidemment qu'on les ait, parce que l'affect, c'est peut-être très beau, mais en politique, c'est très dangereux. Parce qu'il faut de la rationalité, il faut de la discussion politique pour pouvoir choisir et dire des choses. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme en France. Et bien sûr qu'il faut faire attention. Et que la question de la Palestine ne doit pas être ni instrumentalisée, ni utilisée par certains pour défendre les Palestiniens en étant contre les Juifs, ou inversement. Il faut des véritables discussions politiques, parce que c'est ça qui permettra de mobiliser beaucoup plus largement sur la question de la Palestine, expliquer pourquoi le peuple palestinien a son droit à l'autodétermination, et que ça ne veut pas dire obligatoirement la disparition d'Israël. Parce que c'est aussi ça qui tourne. Parce que dans l'idée un seul État, pour beaucoup de gens, ça veut dire disparition d'Israël. Donc même sur ceux qui veulent parler d'un seul État, ils doivent pouvoir l'exprimer quelque part dans ce que ça signifie, et pas simplement un seul État. Vous vous rappelez tout le... Et Raphaël n'a pas cité pour rien de la mer au Jourdain, puisque ça a fait polémique, cette histoire de la mer au Jourdain. Parce que pour certains, ça voulait dire disparition d'Israël. Mais oui, pour certains, ça veut dire disparition d'Israël. Oui, la réalité, c'est celle-là. Il ne faut pas se le cacher. Or, moi, je pense qu'une des questions qui est posée d'abord, il faut que les Palestiniens retrouvent une véritable direction politique pour mener leur combat, pour qu'ils définissent ce qu'ils veulent, parce que peut-être qu'effectivement, ils ne veulent plus de deux États et qu'ils veulent un seul État, et quel type un seul État. Mais donc les Palestiniens, il faut qu'ils puissent retrouver la voie, et pour ça, avoir une direction politique digne de ce nom, ce qui malheureusement n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'une des questions politiques qui est posée en Palestine et aux Palestiniens, c'est un renouveau de l'Organisation de libération de la Palestine, ce qui intègre aujourd'hui l'ensemble des forces palestiniennes, donc ça veut dire aussi le Hamas et le djihad islamique, mais ça veut dire des combats politiques, des discussions, qu'une résistance à un occupant contienne l'ensemble de l'éventail des représentations politiques, ça me semble normal. Et on sait qu'à l'intérieur de ce mouvement, de grands mouvements de résistance, les conceptions peuvent être différentes, surtout sur le lendemain, sur qu'est-ce qui doit se passer après. Et donc le combat politique et le débat politique chez les Palestiniens doit avoir lieu pour redéfinir ce qu'ils veulent. Parce que moi, aujourd'hui, si je défends l'idée de deux États, c'est parce que jusqu'à présent, le peuple palestinien, avec l'OLP, défendait la notion de deux États. C'est pas à moi de dire. Bien sûr que dans l'absolu, moi qui suis communiste, je verrais plutôt un seul État avec des peuples qui vivent ensemble. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est pas à moi de le dire. Enfin, je vais pas me battre sur ça parce que c'est pas le combat des Palestiniens. Alors on va me dire, oui, mais c'est une idée qui vient. Oui, il y a des intellectuels palestiniens qui, bien sûr, bien sûr. La question, c'est quand un pays est occupé, ce qui est important, c'est le mouvement de libération nationale. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est problématique en Palestine, avec l'OLP. C'est-à-dire que ceux qui semblent être les seuls résistants à l'occupant, ce sont les formations islamiques. C'est le Hamas et le djihad islamique. Bien sûr que ça pose problème. Et bien sûr que ça a empêché ces dernières années de mobiliser beaucoup plus fortement, parce que je connais plein de gens
qui n'ont pas voulu venir manifester en disant « Moi, je ne vais pas y aller parce que je ne veux pas soutenir le Hamas ». Et donc tout ça, on a besoin d'en discuter si on veut mobiliser beaucoup plus. Et encore une fois, c'est facile, d'une certaine manière, c'est facile de mobiliser en appelant à l'affect, au pathos ou juste au slogan. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à mobiliser sur des questions profondes, discutées, sur lesquelles on a tranché après un véritable débat. Donc, ça ne m'étonne qu'à moitié qu'on ait moins de jeunes dans les débats comme ça que dans les manifestations de rue. Parce que dans les manifestations de rue, on peut sortir un drapeau, on prend 3 slogans, parce qu'on exprime vraiment et honnêtement ce désir de défendre le peuple palestinien. Mais après, c'est du slogan. Et donc, de la mer au Jourdain peut être aussi un slogan qui a été très, très évoqué. Et Netanyahou l'utilise d'ailleurs aussi, de la mer au Jourdain. Donc c'est compliqué parce que si on met pas de définition, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Je rappelle, parce que la question, elle peut être aussi posée aux Israéliens eux-mêmes, et particulièrement aux Juifs israéliens. Est-ce qu'Israël peut vivre sans le sionisme ou pas? Le Parti communiste israélien, par exemple, se bat sur cette notion-là. En finir avec le sionisme. Israël sans le sionisme. C'est pas une question facile, c'est pas une petite question, et la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Parce qu'on pourrait très bien répondre, moi je dis, la Russie, elle a été tsariste, elle a été bolchevique, aujourd'hui elle est je ne sais trop quoi. Donc le régime a changé, mais la Russie existe toujours. Si Israël n'est plus sioniste, est-ce qu'Israël existe encore ou pas? Alors certains me rétorquent, mais la question d'Israël, c'est que ça a été créé par un partage de la Palestine historique, par un vote de l'ONU, donc c'est pas pareil. Voilà, c'est des questions fortes, pas petites, y compris pour certains attachés à l'existence d'Israël, mais dans le même temps, on est obligé aussi de combattre le fait, le sionisme, c'est aussi cette entreprise qui voudrait faire croire aux Juifs du monde qu'Israël les représente. Donc Israël met en danger les Juifs dans leur propre pays. Et quand Emmanuel Macron invite aux commémorations de la rafle du Veldiv à Paris, invite Benyamin Netanyahou, il va dans ce sens-là, comme si Benyamin Netanyahou représentait les Juifs du monde entier. Absolument pas. Donc, et sans débat, on ne peut pas parler de tout ça parce que c'est juste des invectives. Donc il faut qu'on puisse parler de tout ça. Et y compris aider les Français juifs à ne pas se sentir solidaires parce qu'ils auraient peur que s'ils ne sont pas solidaires d'Israël, ce serait l'antisémitisme qui gagnerait, mais bien de montrer qu'aujourd'hui, les politiques menées par Israël ne sont pas des politiques ni qui les représentent en tant que juifs, ni qui est une politique juste, et que critiquer Israël, ce n'est pas faire de l'antisémitisme, ça peut être de l'antisionisme, mais c'est aussi critiquer très simplement les politiques d'un gouvernement qui tue un peuple aujourd'hui. Quand je critique les Américains, je critique la politique américaine. On ne va pas me traiter d'anti-américain pour autant. Ou si on critique la politique russe ou française, même, je ne suis pas anti-français pour autant. Pourtant, ça fait longtemps que je suis dans l'opposition dans ce pays. Donc tout ça, et vous voyez, et comme aujourd'hui, avec la télévision, avec les réseaux, parce que les réseaux sociaux, c'est bien et c'est pas bien, entre nous soit dit. Parce que il y a plein de choses qui circulent, ça rentre dans les têtes, et battre en brèche ça, dans un sens ou dans un autre, hein, c'est assez terrible. Ça a même modifié notre travail de journaliste, d'ailleurs. Parce que tout le monde pense avoir l'information, tout circule. Or journaliste, pour on dit média, c'est un médium. Donc on doit aussi, notre tâche, c'est d'essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer, et pas simplement de donner un fait brut, parce que le fait brut, effectivement, peut aller dans le sens inverse de ce qu'on voudrait. Et je termine. Moi, avec les règles journalistiques que nous utilisons, qui s'appelle la règle des 5 W, c'est-à-dire en anglais c'est what, when, where, who et why. Donc où, quand, comment, pourquoi, qui. Je peux vous faire donc ça donne l'ensemble de l'information. Mais avec cette information-là, je peux vous la donner, mais je peux vous faire penser 5 choses différentes à la fin de l'article, suivant la manière dont je vais assembler ces choses-là. Donc l'information,
c'est une chose vivante, c'est une chose subjective, c'est une chose qui n'est pas neutre. C'est pour ça qu'il y a besoin de pluralité aussi, et que la pluralité, elle doit servir les débats que nous devons avoir. Or, aujourd'hui, il se passe exactement l'inverse.